Ok, c'est parti. Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Moi, c'est la première vidéo que je retourne depuis janvier. J'étais en stage, donc voilà. Enfin, je vous expliquerai tout ça plus tard parce que j'ai pas encore tourné vraiment de vidéo. Là, comme les autres fois, j'ai un examen cette session-ci en même temps que mon stage. Et pour l'instant, chaque fois que j'ai tourné des vidéos par rapport à un cours que je devais étudier, ça a fonctionné. Donc, je recommence. Cette fois, c'est un examen que je vais passer pour la 7e fois. Donc, j'espère que ça fonctionnera comme les autres fois. Ce cours s'appelle Psychologie des organisations et du travail. C'est 2 cours séparés qui sont mis en un seul examen. Voilà, donc j'espère que je vais réussir cette fois via cette méthode encore une fois. Et voilà, pour ceux qui me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Anne-Sophie. Je suis en Master 1 de psychologie clinique. Ce cours-là que je repasse est un cours de Bac 2. Je ne suis pas psychologue, je suis juste une étudiante qui fait des vidéos pour apprendre sa matière et qui en même temps du coup partage ce qu'elle sait et ce qu'elle apprend. J'essaye de le faire de manière un peu plus vulgarisée pour que ce soit accessible à tout le monde. Voilà, je pense que c'est tout au niveau trigger warning. Voilà, enfin si je fais des petites erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Il n'y a pas de souci, je peux me tromper vu que comme je vous l'ai dit, je suis encore étudiante. Juste dites-le de manière correcte. Voilà. Enfin, le premier truc que je vais faire, c'est vous expliquer un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Donc je vais vous parler de la psychologie des organisations. Premièrement, qu'est-ce que c'est la psychologie des organisations ? De base, la psychologie dans les organisations, c'est l'étude du comportement humain tel qu'il a lieu dans les environnements industriels. Les comportements, ils peuvent soit être intra-individuels, inter-individuels ou environnementaux. On peut du coup être psychologue dans une organisation, privée ou publique, une entreprise de consultance ou un organisme de recherche. Ces psychologues-là vont souvent vont souvent effectuer des activités telles que la sélection, formation, gestion des compétences et de carrière, le coaching, l'évaluation des performances, l'analyse de fonctions, le développement d'outils d'aide à la GRH. Ils vont aussi regarder ce qu'il en est au niveau de la satisfaction au travail, du bien-être au travail, l'absentéisme, la rotation du personnel, la diversité, le vieillissement et encore plein d'autres choses. Mais la psychologie organisationnelle, on pourrait dire que c'est l'étude de l'influence des organisations sur les pensées, donc on entend par là les croyances et valeurs, les sentiments, donc les affects et les émotions, et surtout les comportements de ceux travaillant dans ces organisations. À tout cela, on peut rajouter une compétence qui est un peu plus sociologique, où l'unité d'analyse est le groupe et non pas l'individu. Et pour cela, du coup, on utilise des méthodes très variées. Dans cette première vidéo, je vais du coup vous présenter les 4 méthodes utilisées. La première méthode utilisée, c'est les expériences en laboratoire. L'objectif de ces expériences en laboratoire, c'est de tester une ou plusieurs variables indépendantes, qui du coup, elle sera manipulée sur une ou plusieurs variables dépendantes, qui elle sera mesurée du coup. On entend par là qu'on veut en fait tester l'effet pur. Par exemple, comment le traitement du superviseur peut entraîner le fait que des gens vont quitter leur organisation. Les avantages, c'est qu'on a un isolement et un contrôle de ces variables, ce qui nous permet d'isoler l'effet qu'on cherche à mesurer. Un des autres avantages, c'est que la distribution, elle se fait de manière aléatoire, ce qui nous permet d'avoir une plus grande variété de personnes et des groupes équivalents. Par exemple, dans ces cas-là, on peut mettre en place des questionnaires de conflit où on va pouvoir évaluer, par exemple, sur une échelle de 1 à 7, dans quelle mesure elles ont vécu un conflit. Un des inconvénients de cette méthode, c'est qu'on n'a pas de validité écologique et de validité externe, étant donné qu'on crée un environnement artificiel dans un labo du coup. Et ça fait qu'on se situe dans un biais qu'on appelle un biais d'acquiescence, ce qui veut dire que la personne se trouve dans des situations où elle va toujours répondre par l'affirmatif. En plus de cela, on a du côté des expérimentateurs l'attente des expérimentateurs, et du coup ça fait que les expérimentateurs vont voir ce qu'ils veulent voir. En plus, on doit faire très attention à ce genre de méthode parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect éthique. Il y a plein de règles qui sont mises en place pour que une expérience se passe de manière éthique, parce qu'étant donné que là elle se passe dans un laboratoire, donc les gens sont dans un lieu qu'ils ne contrôlent pas mais qui est contrôlé par l'extérieur, et ça peut très vite dérailler. Beaucoup de choses qui ne sont plus autorisées à l'heure actuelle, alors que ça a été fait il y a quelques années. Une autre des méthodes utilisées pour évaluer comment ça se passe dans une organisation, c'est les expériences du coup sur le terrain. Les objectifs de ces expériences sur le terrain, c'est de tester les effets de la variable indépendante sur la variable dépendante dans un contexte d'environnement naturel pour le sujet. Par exemple, on va créer de nouveaux groupes de travail et du côté des expérimentateurs, on va manipuler pas juste au niveau des objectifs de travail,
et comment on va mesurer la performance, comment on va estimer que l'objectif est atteint. Le tout est de le faire du coup dans l'environnement où les gens travaillent et donc dans leurs vraies conditions de travail. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet Hawthorne, je sais plus comment on le dit, mais j'y reviendrai plus tard, ce sera dans une autre vidéo. Les avantages de cette méthode, c'est qu'on contrôle la situation. On a un contrôle sur les différents groupes, on a un contrôle sur la détermination des variables dépendantes et indépendantes, mais pas aussi fort qu'en laboratoire. Il y a une bonne validité écologique, donc une validité externe, étant donné que c'est la véritable organisation des personnes qui travaillent là. Et du coup, ce qui fait que la validité écologique est beaucoup plus importante qu'en laboratoire. Et étant donné que les personnes sont dans leurs vraies conditions de travail, elles ne sont pas réellement observées ou jugées, donc il n'y a pas de réactivité de leur. Un des inconvénients de cette méthode, c'est la difficulté de manipuler les variables indépendantes. Il y a aussi une difficulté à manipuler les variables dépendantes, étant donné que les sujets ne sont pas conscients qu'ils sont en train de participer à une expérience. Donc c'est assez difficile de pouvoir mesurer les variables qu'on est occupé de mesurer justement. Et du coup, la difficulté, elle est de notre côté cette fois-ci. Enfin, j'ai cette notre côté, dans le sens où moi, je me placerais probablement du côté des expérimentateurs. Un des autres inconvénients, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur un événement inattendu qui pourrait interférer avec la manipulation des variables. Donc c'est difficile aussi d'évaluer la performance des personnes, étant donné que c'est un événement qu'on n'avait pas prévu dans nos calculs. Et ce qui fait qu'on ne pourra pas réellement dire si la performance d'une personne qui travaille là, elle est attribuée réellement à son lieu de travail, à l'organisation, ou c'est dû à cet événement inattendu que sa performance a été altérée. Une autre méthode, c'est les questionnaires. On utilise des questionnaires pour poser des questions sur les attitudes, les croyances, les valeurs, ou encore ses expériences en relation avec le sujet de recherche. Ce qui n'est pas forcément si simple. Un des exemples de mise en place, c'est par exemple on va élaborer un questionnaire et on va directement aller poser la question aux gens sur la performance au travail selon le mode de fixation des objectifs. Alors, un des avantages, c'est qu'il y a un investissement direct dans les questions qu'on veut poser aux gens et que ça concerne le domaine qu'on est occupé d'investiguer. La méthode, elle est économique, facile, rapide. L'anonymat est possible et en plus, il est respecté. On peut faire cette étude sur une large échelle, étant donné que ça nous coûte quasi rien de donner un questionnaire. Et quand il y a des interviews associées à ces questionnaires, donc que la personne répond oralement en face à face, ça permet même d'avoir des précisions ou de recentrer le sujet s'il s'écarte un peu trop ou qu'il n'a pas compris la question. Mais par contre, au niveau des inconvénients, on a ce qu'on appelle différents biais de réponse. Par exemple, comme le faisait tantôt, on a le biais d'acquiescence. Le biais d'acquiescence où la personne va nous répondre par l'affirmatif. Biais de modération, où du coup la personne va se modérer dans ses propos, si elle est face à nous par exemple. Et en particulier, le biais de désirabilité sociale. Donc ce biais, c'est quand la personne, elle nous dit ce qu'on veut entendre pour paraître bien devant nous. Elle va pas réellement nous dire ce qu'elle pense, par peur de paraître mal polie, grossière, peu importe, il y a plein de raisons, par peur de mal faire, si on peut dire ça. Souvent, pour voir s'il y a de la désirabilité sociale, on regarde le comportement de la personne, enfin, on l'observe, pour voir si elle a des comportements déviants ou pas, donc déviants de sa norme habituelle. On peut aussi l'observer, remplir le questionnaire pour voir si elle a une sorte d'hésitation dans ce qu'elle voudrait répondre ou pas. Et pourrait par exemple faire ça via une échelle de Likert. Oui, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Il n'y a pas toujours de cause à effet. Donc pour ça, on doit mettre en place des études longitudinales pour retrouver la relation de cause à effet. Mais un des plus gros problèmes là-dedans, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur la passation du questionnaire. Sauf si on le fait via une interview, mais si la personne répond à un questionnaire écrit, par exemple, on ne sait pas dans quelles conditions elle a répondu, on ne sait pas si elle a pris son temps, si elle a répondu au hasard, voilà, on ne sait pas si elle était réellement concentrée, si elle était dans un bon jour, un mauvais jour, c'est tout à... Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer la manière dont on répond à un questionnaire. Une des dernières méthodes dont je vais vous parler, c'est la simulation de jeu de rôle. L'objectif, c'est de simuler une situation réelle pour la personne afin de mieux comprendre et d'appréhender le processus psychologique qui se mettra en place pour elle. Par exemple, on va du coup créer un environnement de travail artificiel dans ces cas-là, qui sera aussi proche que possible de son environnement réel. Donc, un des avantages, c'est que si la personne joue le jeu, on parle bien sûr du principe que les avantages sont si elle joue le jeu, c'est fort similaire à la vie réelle, c'est plus éthique et humaine que de faire une expérience en laboratoire. Il y a une possibilité qu'on puisse étudier un phénomène qui serait difficile à étudier dans la vie réelle. Les inconvénients par contre pour cette méthode-là, c'est le problème de réactivité des sujets. Si on n'est pas habitué à faire des jeux de rôle, on peut justement manquer de spontanéité, on peut être stressé. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte si on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'expérience. Rien que le fait d'être gêné par exemple, d'être devant d'autres gens. Et les sujets du coup font ce qu'ils feraient dans l'idéal, mais on ne sait pas et il y a très peu de chances que justement ils fassent réellement ça
dans la situation réelle. La conclusion de tout cela, en fait, c'est que l'idéal pour mesurer ce qui se passerait dans une organisation serait de combiner en fait plusieurs méthodes. Ça nous permettrait d'avoir une vue plus globale sur ce qui s'y passe. Et ça serait plus représentatif des travailleurs de l'organisation. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a une tendance au niveau de la recherche où justement ils vont combiner des questionnaires avec des expériences en laboratoire. Ou souvent au niveau des questionnaires, on va les mélanger très fortement avec des questionnaires papier, des interviews ou des enquêtes. C'est souvent ces méthodes-là qui sont le plus utilisées parce que comme je vous ai dit, elles coûtent rien et elles sont rapides, efficaces, enfin voilà, c'est les plus faciles à mettre en place on va dire. Et ces méthodes-là en fait permettent aussi de pallier au manque de validité écologique et externe qui aurait pu se rencontrer au sein d'une expérience en laboratoire, si seulement l'expérience en laboratoire est réalisée. Après, il est toujours difficile de réellement prouver qu'il se passe quelque chose dans les expériences, car comme je vous ai dit, au niveau déontologique, au niveau éthique, les droits de l'homme, les droits de l'être humain, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne sont plus autorisées et donc c'est toujours difficile de trouver ou de reproduire réellement ce qui se passe dans l'organisation. Donc il y a toujours une certaine marge d'erreur dans les résultats qu'on peut avoir. Ce qu'on peut également faire du coup, c'est des méta-analyses. Dans ces méta-analyses, en fait, on reprend énormément d'études qui ont déjà été réalisées et on analyse tous les résultats qu'il y a eu afin d'en faire une nouvelle conclusion par rapport à tous les résultats précédents. On regarde aussi si du coup tout est toujours actuel, s'il y a une espèce de cohérence dans les comportements individuels qui ont pu avoir lieu ou dans les comportements de groupe. Enfin, et ce qui fait que la psychologie organisationnelle en fait est caractérisée par l'ensemble de ces méthodes. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ce qu'était la psychologie des organisations. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, comme je vous ai dit, si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des commentaires à me faire, s'il y a besoin de plus d'explications, je suis pas sûre de pouvoir vous les donner, mais si c'est possible, je le ferai. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, mettre un j'aime, enfin je pense que vous connaissez le truc depuis le temps et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!